Maintenant, avec Michel Onfray, le philosophe et auteur de Vivre une vie philosophique. Bonjour. Bonjour. Bonjour Michel, vous deviez être ce soir sur France 2 dans l'émission politique de Léa Salamé, et puis finalement, c'est quoi le problème? Vous n'êtes pas assez payé? C'est pas ce soir d'abord, c'était le 28 je crois. Ah, parce que ça commence ce soir. D'abord. Donc vous n'étiez pas la première. Encore des fausses informations. Vous n'étiez pas la première. alors. Tant mieux, vous Ah êtes là, 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 ça n'arrête pas les journalistes avec les fausses informations. Non, l'émission pas est bien fait que- ce soir, vous n'étiez pas dans la première. Ah d'accord, bon. Mais vous ne le saviez pas. Non, pour vous dire que je voyais ça de très loin. Non, effectivement, on est venu me chercher. Moi, je suis pas allé tendre la sébille en disant j'aimerais tellement faire partie d'une émission, je voudrais être chroniqueur. On est venu me chercher. J'ai dit, presque sur le mode de la plaisanterie, que venir une fois par mois obligatoirement à Paris, non merci, mais s'il venait à Caen, pourquoi pas. Et on m'a pris au mot en disant, bien, pourquoi pas, on pourrait envoyer une équipe. Et à ce moment-là, j'ai dit, ben alors, pourquoi pas. Et on a avancé sur ce sujet-là en disant, voilà, techniquement, comment les choses pourraient se passer. Il y a eu un déjeuner qui a conclu l'affaire, et puis après ça, mon assistante a dit, bon ben voilà, je vais prendre contact avec vous pour le contrat. Et on a dit, mais quel contrat? Elle a dit, enfin, on a dit le contrat, parce qu'il faut un contrat, enfin voilà, de savoir qui fait quoi, comment, qui est engagé à quoi on est engagé les uns les autres, de part et d'autre. Enfin, ça me paraît normal, c'est légal, c'est juridique. Et puis, savoir qui vient, quand, comment, ce que sont les rémunérations. Et là, on s'entend dire, mais quelle rémunération? Et je découvre qu'il n'y avait pas de contrat prévu, pas de rémunération prévue. Alors, je dis, vous êtes gentil, vous venez me chercher, vous me demandez de travailler. En gros, l'équipe arrive chez moi à 19h, elle part à minuit. Je regarde la totalité de l'émission, c'est 5 heures de travail. Et puis, en gros, vous payez tout le monde, et c'est très bien. Et vous payez les techniciens, c'est très bien aussi. Mais pas moi. Moi, je suis bénévole partout, je suis gratuit partout. Je fais l'université populaire à Caen, je suis bénévole et gratuit. Université populaire du Goût, je suis bénévole et gratuit. 9 fois sur 10, quand on m'invite à faire des conférences, c'est gratuit. Quand on me dit, il y a un petit cachet, c'est 150 € ou 200 €. On me dit, vous pourrez dormir à la maison, peut-être qu'on pourra vous rembourser vos frais de train. Donc, à un moment donné, il faut quand même que je vive. Et je me dis, peut-être qu'effectivement, mon père disait, toute peine mérite salaire. Et quand on m'a dit, pas de contrat, pas de chocolat et pas de rémunération, je dis, on arrête là, quoi. Et puis voilà, j'ai fait savoir que c'était fini. Alors évidemment, on est revenu après, derrière moi, en me disant, mais vous n'avez pas compris, c'est pas ce qu'on voulait dire. Je suis un grand garçon, quand on ne dit pas de contrat, il n'y a pas de raison que je comprenne, il y aura un contrat. Et quand on ne dit pas de rémunération, il n'y a pas de raison que je comprenne qu'il y ait une rémunération s'il n'y en a pas. Et après, on est revenu vers moi en me disant, il y a un contrat, il y aura une rémunération. Je dis, mais c'est fini, moi je suis passé à autre chose, c'est plus mon problème, je suis pas attaché à ce genre de choses, ni même à l'argent. Si vraiment l'argent avait été un souci, il suffisait effectivement que je fasse monter les enchères en disant, alors finalement vous me donnez combien, et puis je reste. Non, je dis que c'est une question de principe, on se comporte pas comme ça avec des gens. Il y a une ubérisation du travail intellectuel qui consiste à dire, venez, parlez, commentez, donnez votre expertise, ce que chacun fait sur Internet, sur son compte Twitter, etc. Et puis en même temps, faites ça gratuitement pour le service public. J'ai dit une bêtise, c'est bien le 28 la première. Je suis pas complètement... Donc je me corrige. On reproche aux journalistes de ne pas se corriger. J'ai dit une bêtise, c'est bien le 28 septembre. Mais ça veut dire que dans le service public, en fait, on fait travailler les gens gratuitement sans contrat. Je n'ose y croire. Moi, je dis pas les gens, je dis qu'en ce qui me concerne, c'est ce qui m'a été dit. Alors après, évidemment, on me court après en me disant, mais si, il y a un contrat, mais je dis, il n'y a pas de raison que je m'en aille si on me dit, il y a un contrat et il y a une rémunération. Il n'était même pas question, on n'a même pas parlé de la hauteur de la rémunération, ça pouvait être purement symbolique. Je pense qu'il y a juste un moment donné où on ne peut pas estimer comme ça que le travail intellectuel n'est pas un travail. Il y en a un qui a des mots très durs sur le travail de certains intellectuels. Vous en faites partie. C'est Emmanuel Macron. Et c'est Philippe Besson qui le raconte dans son livre, puisque l'écrivain a suivi de l'intérieur la campagne de Macron. Voilà ce que dit Emmanuel Macron des intellectuels. Vous, Michel Onfray, Emmanuel Todd ou encore Alain Finkielkraut, ils ne m'intéressent pas tellement. Ils sont dans les vieux schémas. Ils regardent avec les yeux d'hier, le monde d'hier. Ils font du bruit avec de vieux instruments. Pour une large part d'entre eux, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas produit quelque chose de renversant. Ils sont sur leur Aventin. Ils n'aiment pas l'action politique, ils vivent de son commentaire, ils sont devenus des éditorialistes, des esprits tristes englués dans l'invective permanente. Eh bien, dis donc. C'est drôle parce qu'il y a 6 mois, il voulait absolument me rencontrer. C'est drôle, il passait par Le Point, il passait par Philo Magazine, il voulait faire des entretiens avec moi, il était même extrêmement flatteur, je dirais pas ce qu'il disait parce qu'il fera savoir qu'il n'a pas dit ça, comme tous les gens de la production de France d'aujourd'hui, mais je veux dire qu'à l'époque, il tenait vraiment à me rencontrer, moi qui suis un vieux monsieur qui pense avec des vieux concepts, de vieilles choses. Et puis il aime bien les vieux quand même, Emmanuel Macron, parce qu'il nous fait l'éloge d'Habermas, là, la suite, c'est ça, il aime Habermas. Puis il aime bien les morts aussi, Ricoeur, il nous a parlé de Ricoeur. Mais tous ces gens qui donnent des leçons, ils oublient que Ricoeur a quand même été très longtemps pétiniste.
et que Habermas, son héros, là, il a été dans la Hitlerjugend, par exemple. Alors moi, je veux bien qu'on n'aime pas des philosophes parce qu'ils seraient des vieux croutons qui penseraient des vieilles choses et qu'on préfère des plus vieux encore, comme Habermas, qui fut dans la Hitlerjugend, et puis comme Ricoeur, qui a été pétiniste même au Stalag. Mais il y a un moment donné où il va falloir que le masque tombe, quoi. C'est pas Jupiter, Macron, c'est Néron. Enfin, c'est Néron sans les moyens de Néron. Un avis. Peut-être qu'il n'a pas tort en disant qu'aujourd'hui, par exemple, vous êtes aussi un éditorialiste, dans le sens où vous commentez l'actualité. Oui. Vous réagissez sur l'actualité à chaud. Mais tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Or, non, mais on pensait que les intellectuels, les philosophes, c'était ceux qui avaient un peu de recul et qui prenaient la distance par rapport aux outils. Bien sûr. Le philosophe, il utilise les outils qu'il a à sa disposition au moment où il les utilise. Aujourd'hui, écrire dans son tonneau en espérant être lu, ce serait absurde. Donc, il était bien obligé d'utiliser les moyens. Diogène aurait eu Internet. Il aurait eu Internet dans son tonneau. Hein. Non, mais effectivement, chacun s'autorise de lui-même pour commenter. Et je ne suis pas contre. Je veux dire, tout le monde peut tenir un blog, avoir un compte Twitter, raconter ce qu'il veut sur tout et tout le contraire, dire ce qu'il a mangé, ce qu'il a excrété, comment il a fait ses courses. Tout le monde se raconte et se répand. Et d'un seul coup, on dit du philosophe qui travaille, qu'il ne devrait pas, lui, se répandre, parce que le travail du philosophe, ce serait d'être sur son Aventin et de ne pas commenter l'actualité. Mais il faut la commenter, puisque ce monsieur nous gouverne, on a le droit. Le monde d'hier, vous êtes en fait, vous regardez le monde d'aujourd'hui avec finalement des réflexes du monde d'hier. Écoutez, il a autre chose à faire que de lire tous les philosophes dont il a parlé. Donc quand il nous dit, on peut le débattre et puis lui dire, mais quels sont les grands livres dont vous parlez, de ces gens que vous assimilez les uns aux autres? Moi, je me sens pas très assimilable à Finkielkraut, à Todd ou à quelques autres. Enfin, quels sont les grands livres et de qui et comment? On pourrait avoir un débat philosophique, si on veut, sur ce sujet-là. Non, je pense qu'il est extrêmement narcissique et n'aime pas qu'on ne l'aime pas. Et si on est critique à l'endroit de sa politique, il estime que c'est une attaque ad hominem et que cette attaque ad hominem doit générer des attaques ad hominem. C'est ça sa faiblesse en fait? Bah oui, il a qu'à m'attaquer sur les idées qui sont les miennes plutôt que de dire des vieilles choses générales. C'est du discours général. On sent bien l'oral de Sciences Po, partie A dite du bien de Michel Onfray, partie B dite du mal de Michel Onfray, partie etc. Là, c'est la partie dite du mal. Les politiques, c'est classique, ils passent leur temps à vouloir séduire. C'est pas un politique, c'est un chef d'État. Oui. C'est-à-dire que Hollande avait l'élégance de penser un certain nombre de choses, mais de ne pas les dire. Si, il disait beaucoup aux journalistes, assez peu aux Français. Oui, ça, vous avez raison. Mais il envoyait Manuel Valls. C'est Manuel Valls qui disait du mal de moi, pas François Hollande, qui n'en pensait peut-être pas moins. Mais je veux dire, il y avait une espèce d'élégance. Donc le type qui est jupitérien et qui nous dit, en gros, ça m'a fait mal. Les petits coups, les petites piqûres de mouches des intellectuels qui ne disent pas que je suis grand, beau, fort, extraordinaire, c'est plutôt minable. Parce qu'effectivement, on est très très loin de Jupiter. Et je me dis, effectivement, il y a du Néron chez lui sans les moyens de Néron. Il est dans une logique, j'incendie tout ce qui me déplaît, quoi. Et tel intellectuel ne pense pas comme lui. C'est un intellectuel bas de gamme. Ça fait longtemps que il... Est-ce que vous déplaît au-delà de la personnalité chez Emmanuel Macron depuis ce qu'il fait depuis... Maintenant, il est au pouvoir depuis 4 mois. Mais moi, rien ne me déplaît chez lui, parce que je sais ce qu'il est depuis toujours. J'ai pas voté pour lui. J'ai toujours dit depuis le début que c'était la poupée gonflable du capital. Donc, je vais pas revenir sur cette chose-là. C'est un homme qui ubérise tout ce qu'il touche. Donc c'est pas ma politique. Moi, je suis contre ça depuis... Quand il moralise la vie publique, la vie politique, c'est d'ailleurs sa première loi. Avec qui moralise-t-il la vie publique? Avec des gens qui sont pris la main dans le sac, qu'on ne vire pas, mais qu'on déplace, qu'on met responsable des parlementaires à l'Assemblée nationale, avec un Bayrou responsable de cette chose-là, dont on découvre qu'effectivement, à une époque, l'argent de l'Europe qui était destiné à l'Europe ne l'était pas, parce que ça servait à entretenir des secrétaires personnels, etc. Et ce sont ces gens-là qui nous parlent de moraliser la vie publique. Non, je pense pas qu'en matière de moralisation, Emmanuel Macron qui a fait quelque chose c'était pas Los Angeles, c'était à Las Vegas, qui m'a pas l'air extrêmement clair, où de l'argent s'est trouvé. Il y a eu des gens qui ont... L'enquête est en cours. Oui, elle est en cours. Il a porté plainte aussi parce que des journalistes avaient fait leur travail, car il y en a, sur ce sujet-là, et avaient fait savoir qu'à Las Vegas, effectivement, il n'y avait pas eu des appels d'offres, que c'était pas aussi légal que ça. Est-ce que quand on le dit, on doit mériter la haine du président de la République avant les geôles et éventuellement l'incendie de Rome? Michel Onfray, vous restez avec nous. Suite du grand oral DGG avec, autour de votre livre, Étienne Lévy, Xor Habitant et le docteur Jimmy Mohamed. À tout de suite. Les GG, les grandes gueules, avec Michel Onfray, philosophe, auteur de Vivre une vie philosophique. Avant de continuer de dialoguer avec Michel Onfray, je vous rappelle, vous avez encore 35 minutes devant vous pour m'envoyer dès maintenant RMC par SMS au 732-16, parce que tous les jours on vous offre un cadeau. Et aujourd'hui, il s'agit d'une tablette tactile, tablette ultra slim, ultra
C'est fine. pas l'iPhone triple X, je sais pas Non, quoi, non, là c'est un cadeau. Vous n'avez pas à dépenser un SMIC pour vous acheter la tablette. Donc vous m'envoyez RMC par SMS au 732-16. Si vous êtes tiré au sort, la tablette elle est pour vous. Et vous passez tout à l'heure en direct dans les GG à 12h50. Suite du grand oral des GG avec Michel Onfray, Étienne Ebix, habitant de Jimmy Mohamed. Étienne. Justement, je me suis posé la question, est-ce que, parce que sur ce livre, j'ai retrouvé un certain nombre de comportements qui vous sont un peu chers, comme par exemple d'être proche de la nature, de toujours retourner se ressourcer. Sur l'exemple que vous sur cette biographie que vous abordez de ce monsieur Taureau que moi je connaissais pas du tout, et donc j'ai découvert, je suis allé chercher un peu après d'autres textes, et puis le fait donc de se ressourcer, d'être à la fois d'être un peu à deux niveaux, c'est-à-dire d'à la fois participer à la vie et en même temps de pouvoir trouver du bonheur, du plaisir et de la réflexion dans le moindre petit objet, et notamment les objets du passé aussi, et de là où on vient. Est-ce que vous vous êtes un peu autodécrit aussi à travers ce Taureau? Bon, oui, vous avez raison, un portrait, c'est toujours un autoportrait. D'abord, on n'écrit pas un livre sur quelqu'un pour le démonter, enfin, théoriquement. C'est parce qu'on a de l'affection. Quand j'ai fait mon Freud, c'est pareil, je voulais savoir qui il était. On dit qui sont les gens véritablement, puis après, on a ou pas de l'affection parce que on estime que ce sont des gens droits. Et lui est un homme droit, exactement comme Camus. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a pensé sa vie, vécu sa pensée, qui a estimé effectivement que nous étions coupés de la nature et que c'était la grande catastrophe de la civilisation. Il estimait que les Indiens avaient été pourchassés par les colons européens blancs quand ils sont arrivés sur le terrain des États-Unis, ce qui deviendra les États-Unis, et que ça a été une catastrophe et qu'il fallait s'inspirer de la sagesse des Indiens. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'il y a au moins deux Amériques. C'est pas l'Amérique de Trump ni de Clinton, hein, entendons-nous bien, mais c'est une Amérique qui pense aussi, avec Emerson, avec Aldo Leopold, avec Muir, des gens qui sont des philosophes de la nature et qui nous disent n'oubliez pas d'où nous venons. La culture n'est pas une anti-nature, mais la culture, ça doit être une occasion de revenir à la nature et de savoir que nous sommes dans la nature. Alors moi j'ai eu du mal à démarrer votre livre. Au début je me suis un petit peu ennuyée, et puis finalement ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est cette philosophie de vie un peu primitive, un peu en fait l'essentiel est complexe pour nous, mais il n'est pas complexe pour ceux qui ont les codes. Moi je me suis retrouvée un petit peu dans ma vie parce que j'ai été éduquée comme ça, j'avais des parents qui étaient illettrés et qui avaient une philosophie de vie qui fait que vous êtes constamment concentré sur vous. En fait, on a une réponse à beaucoup de choses quand on se préoccupe de soi et quand on vit avec soi-même. Et à travers ce philosophe qui renoue pas avec la nature. La nature, c'est sa vie, mais qu'en même temps, il est aussi dans les livres et il choisit les livres non pas pour y chercher des réponses, mais parce que ça doit être une cohérence avec sa philosophie propre de vivre avec lui. C'est intéressant parce qu'on a perdu ça. Les gens ont perdu le sens d'être constamment avec soi-même, de s'interroger et d'être essentialiste sur ce qui leur fait du bien. L'important, c'est d'essayer d'être heureux chaque jour. Trop dans le superficiel aujourd'hui. Moi, par exemple, j'ai appris à ce que il faut apprendre à être heureux chaque jour. Et pour être heureux chaque jour, il faut sentir les choses. Il faut que rien ne soit anodin. J'appelle ça un peu de la philosophie primitive. Mes grands-parents, qui étaient des paysans d'Algérie, qui parlaient pas français, parlaient avec nous comme ça. C'est-à-dire qu'ils nous apprenaient à chaque bobo, à chaque malheur, à chaque interrogation, ils nous renvoyaient à des choses très simples. Et dans ce livre, j'ai un peu retrouvé ça à travers la philosophie de Taureau que je connaissais pas du tout. Et j'ai trouvé, finalement, je me suis prise au jeu et j'ai trouvé ça passionnant. Donc merci pour la découverte et le partage. Non, mais merci à vous, parce que quand vous me dites que vos parents illettrés enseignaient cette sagesse-là, vous pouvez pas mieux me toucher et mieux me plaire. Parce que mon père était ouvrier agricole, et effectivement, la nature, c'est celle de mon village, où j'ai toujours ma maison, et il y a des choses à apprendre de ce côté-là. C'est-à-dire, notre époque est narcissique. Il y a moi et le monde. Taureau nous dit non, le monde et moi, c'est la même chose. On est un fragment, et ce qui se passe en nous se passe aussi dans le monde. Essaie de comprendre ce qu'est le monde, tu sauras finalement qui tu es. Plutôt que dire, moi, mon téléphone portable, vous avez beaucoup parlé du téléphone portable, ou le narcissisme, je m'explique, je me raconte mes tatouages, ce que je mange, ce que je bois, ce que je fais, mes vacances, etc. C'est le contraire d'une philosophie narcissique. C'est une invitation à dire, regardez la nature, comprenez son mouvement, sachez voir ce qu'est le cosmos, et vous n'êtes qu'un fragment de ce cosmos. Quand vous aurez compris que finalement vous étiez
un moment de la totalité de la nature, alors vous serez heureux. Ce que votre papa vous enseignait, ce que votre père vous enseignait, ce que mon père m'enseignait, ce qu'enseignent tous les paysans quand on va les voir et qui nous racontent véritablement ce qu'est la nature. Ils nous disent, mais la nature, elle nous donne des cycles, elle nous raconte ce que nous sommes. Il y a la naissance, la croissance, ça disparaît, puis on recommence, il y a la vie, il y a la mort. Dans l'actualité, on a vécu, enfin nous de loin, mais on l'a vécu quand même de près, parce que c'est en France, ce sont ces Antilles françaises, ces îles françaises frappées par Irma, par l'ouragan. Et alors on nous explique qu'il va falloir s'y habituer, il y a le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, et en même temps, est-ce qu'on s'y prépare? Est-ce qu'on a cette culture de la prévention? Comment vous avez observé cela, vous? Si on pense dans les catégories de taureaux, on verra que ce qu'il faut savoir, c'est que les ouragans n'ont pas été inventés par le réchauffement climatique. Et que si nous connaissions le fonctionnement de la planète, nous saurions effectivement qu'il se passe des choses considérables, par exemple le fonctionnement du Soleil. Il y a des rythmes qui sont imposés par le Soleil et qui sont des rythmes de réchauffement et de refroidissement de la planète. Et il y a eu des réchauffements et des refroidissements alors que l'homme n'était pas sur la planète. Donc il faudrait intégrer. Je ne nie pas la toxicité des hommes et la dangerosité du comportement des hommes, entendons-nous bien. Mais je dis, si nous voulons penser en même temps, comme dirait mon ami Macron, il faudrait dire, regardez ce qu'est le cosmos, comment il fonctionne, et depuis le début de l'humanité, il y a des ouragans, il y a des glissements de terrain, il y a des volcans, il y a des météorites, il y a toutes ces choses-là. Donc, pendant très longtemps, on nous a dit, les curés nous disaient, c'est la volonté de Dieu. S'il y a un tremblement de terre, souvenez-vous, le tremblement de terre de Lisbonne, c'est parce qu'à Lisbonne, on ne priait pas assez. Et Camus reprend ça dans La Peste. Et il dit, le curé dans La Peste, il dit, s'il y a la peste, c'est parce que vous n'êtes pas assez pieux. Et là, on vous dit, en gros, s'il y a des ouragans, c'est parce que vous n'êtes pas assez écolo. Oui. C'est parce que vous n'économisez pas la planète. Et je dis, mais attention, c'est une pensée magique que d'imaginer que ce qui existe depuis le début de la création de l'univers n'existerait que là, dans la configuration journalistique du moment, en disant cet ouragan, c'est la faute de votre voiture qui n'a pas de pot catalytique. Je veux bien, c'est une pensée urbaine, et souvent les écologistes sont des urbains, sont des gens qui vivent dans les villes et qui ne savent pas ce qu'est la campagne, ils ne savent pas ce qu'est véritablement le fonctionnement de la nature, et ils nous disent que tout est de la faute de l'homme. Je ne dis pas comme Trump que rien n'est de la faute de l'homme, mais qu'il faut faire la part des choses en disant, regardez comment fonctionne le cosmos, comment fonctionnent les rythmes solaires, comment fonctionne justement le cosmos, en grec ça veut dire l'ordre. Donc il y a une nouvelle religion qui s'installe De la culpabilité d'abord. Il faut trouver un coupable. Toujours. Comme on a trouvé, là pour le coup, je dirais du bien de Macron, parce que je ne suis pas de ceux qui estiment qu'il n'a pas prévu, que c'était pas bien, qu'il s'est mal comporté. Qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus ou de mieux? Voilà, un ouragan, c'est un ouragan. La météo, moi ça me fait rire. C'est-à-dire le matin, quand j'écoute la météo, je regarde vos informations à la télévision, puis je regarde par ma fenêtre, je vois de la pluie sur ma région normande, et je vois du plein soleil par ma fenêtre. C'est-à-dire, la météo, elle est capable de dire ce qu'était le temps d'hier, éventuellement, mais pas forcément. Parce qu'après, on dit oui, mais ça devait passer là. Mais finalement, ça a été décalé un peu plus loin, à 100 km. Sauf qu'un ouragan décalé de 100 km, c'est pas exactement la même chose pour les populations. Et moyennant quoi, les cellules de crise qui travaillent à l'Élysée composent avec des données qui ne sont pas forcément des données scientifiques. Donc, on peut pas accabler des gens sur des phénomènes naturels comme cela. Nous ne savons plus ce qu'est la nature et un ouragan. En fait, on manque un peu de modestie face à la nature. C'est de l'anthropocentrisme, on ramène tout à nous. Oui, c'est ça. C'est toujours dans une logique narcissique du moi-je, où vous êtes responsable, vous êtes coupable. Non, ça fait partie des choses, et quand il n'y aura plus d'hommes sur la Terre, parce que ça arrivera, c'est écrit, il y aura encore des ouragans. Jimmy Mohamed. Oui, j'ai une question à vous poser qui est philosophique, mais aussi sociétale. C'est celle de la fin de vie. Je considère qu'il y a deux dates qu'on ne pourra jamais prévoir, qu'on ne pourra jamais déterminer. On pourra toujours l'accompagner, tant pour la naissance que pour la mort. Dans la naissance, on peut accompagner en faisant des déclenchements, en faisant de la surveillance, parfois en entraînant des césariennes. Mais en ce qui concerne la mort, je considère que l'homme, en tout cas le médecin, n'a pas son rôle pour déterminer et mettre en place une fin de vie. J'aimerais savoir quelle était votre position sur ce propos. Est-ce que vous pensez que l'euthanasie est quelque chose vers lequel on devrait avancer en France, parce que c'est possible à l'étranger, et certains patients français décident de faire soit un suicide assisté, soit de l'euthanasie, par exemple en Belgique, ou est-ce que finalement c'est un tabou qu'on devrait finalement mettre de côté et développer au contraire ce qu'on appelle des soins palliatifs, un accompagnement, soulager la douleur? J'aimerais connaître votre position à ce propos. Alors j'ai théoriquement écrit un livre qui s'appelle, quand je dis théoriquement, c'est un point de vue théorique, qui défendait l'euthanasie. Et pratiquement, j'ai accompagné ma compagne de 37 années dans une euthanasie. Elle a eu un cancer de 13 ans, je l'ai accompagnée dans ce cancer, et je l'ai accompagnée aussi dans sa fin.
Et il se fait que j'ai la chance de connaître des médecins. J'avais écrit ce livre qui s'appelait Féeries anatomiques. J'avais rencontré beaucoup de médecins. Et puis Argentan est une petite ville et je connaissais tous les médecins. Donc j'ai bien vu quelle facilité j'avais, moi, parce que j'étais Michel Onfray, pour aider ma compagne. Parce qu'on m'avait dit, voilà, c'est terminé, c'est 3 semaines. Et dans les 3 semaines, il faut arranger les choses pour qu'on n'ajoute pas à la douleur le savoir que la mort va venir nous chercher dans les 3 semaines. Donc effectivement, j'ai bien vu comment il y avait une médecine à 2 vitesses sur ce terrain-là. Ceux qui ont les moyens de s'offrir, disons-le comme ça, des euthanasies, soit parce qu'ils peuvent aller en Belgique ou en Suisse et qu'ils ont l'argent, soit parce qu'ils ont des amis qui peuvent les aider en disant on va faire ce qu'il faut faire et puis voilà, on n'en parle pas. Je le dis d'autant plus facilement que l'ami qui à l'époque m'avait aidé est hélas lui aussi décédé dans les mois qui ont suivi, donc il n'y aura pas de poursuite sur ce terrain-là. Mais de fait, je me dis comment font tous les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un médecin ami à qui on dit « aide-moi s'il te plaît, je ne veux pas qu'elle sache qu'elle va mourir dans 3 semaines et abrégeons les souffrances. » Et maintenant, il faut arrêter d'en faire un enjeu de politique politicienne. Je me souviens que François Hollande disait qu'il réglerait le problème. Il n'a rien réglé. Que Mitterrand disait qu'il le réglerait. Personne ne l'a réglé sur ce terrain-là. Pour lui, hein. Oui, pour lui, mais comme souvent. Alors qu'en fait, le problème, c'est pas pour ou contre l'euthanasie, mais l'euthanasie, elle est pratiquée dans les hôpitaux, vous le savez. Discrètement, secrètement, à discrétion des gens qu'on connaît, etc. Et la question n'est pas pour ou contre, mais faut-il laisser faire la sauvagerie qui existe actuellement, les copains, le copinage, etc. Ou faut-il légiférer? Moi, je suis pour une législation, qui permettrait justement une espèce d'égalité devant la loi, parce que on doit pouvoir laisser choisir. Quand on dit des gens étaient, par exemple, militants de l'euthanasie, et puis quand ils arrivent devant la mort, ils ne veulent plus, ils veulent rester. Ben oui, tant mieux, on a le droit de se contredire. C'est Baudelaire disait qu'il fallait avoir le droit de se contredire. Tout doit être fait pour qu'on puisse laisser le choix. Il faut juste différencier le fait d'accompagner un malade, par exemple, lorsqu'on dit, là, ce que vous dites, que des euthanasies sont pratiquées à l'hôpital. Moi, je n'ai pas vu tous les hôpitaux de ma vie, je n'ai pas pratiqué tous les services, mais je n'ai jamais vu, malgré avoir travaillé dans les services d'oncologie et de pneumologie, accompagner des malades dans la mort et, par exemple, augmenter des doses de morphine car le patient est très encombré, souffre et qui aura pour conséquence de le sédater et d'entraîner la mort. C'est différent de décider. C'est s'appelle les soins palliatifs. C'est juste une hypocrisie. Ça, c'est votre point de vue. Moi aussi, exactement ça. On s'est mis un peu d'accord avec le to-be. C'est à partir du moment où l'État je veux pas qu'elle souffre. Voilà. Et on a mis la shooteuse et puis voilà. C'est pas la shooteuse, c'est mettre des doses de sur les mots là. Non, justement, la question elle est là, c'est qu'il y a une différence entre soins palliatifs et euthanasie. On ne doit pas avoir honte d'en parler. C'est le choix qui est important. Moi, je suis pour le choix. Je pense qu'en France actuellement, il y a une espèce de domination du soin palliatif, avec des arguments qui sont des arguments, du genre on a le droit de se contredire, de passer sa vie à vouloir l'euthanasie, puis quand on est concerné le jour même de changer d'avis. Oui, bien sûr, changeons d'avis et on a le droit de changer d'avis. Et même l'inverse, des gens qui auraient été contre et qui voudraient pour eux pour. Je pense qu'il faut un vrai débat où on ne méprise pas les positions de l'autre, où on ne prenne pas des morts vivants, j'allais dire en otage, comme ça se fait actuellement, et où on laisse le choix aux gens. Les gens sont capables, quand ils sont informés intelligemment, quand ils savent ce que sont les soins palliatifs, qu'ils savent ce que sont l'euthanasie, ce que sont également les testaments de vie, comme on dit. On ne sait pas qu'il existe des testaments de vie qui permettent à des individus de dire de mon vivant, je décide que telle personne est la personne qui décidera si je dois vivre ou pas vivre, si j'en perds moi-même les moyens, etc. La personne de confiance. Voilà, le testament de vie, faire un débat sur ce sujet-là, et puis dire aux gens, eh bien, vous choisissez. Et c'est pas parce que vous choisissez à 30 ans quelque chose qui est en pleine forme, en pleine santé, etc., que le jour où il vous arrivera un cancer... Vous l'avez fait, vous ? Pardon ? Vous l'avez fait, Michel Onfray, votre testament de vie ? Oui, bien sûr. Oui. Personne qui s'occupe de ça pour moi. C'est Macron qui c'est Macron. Surtout moi, parce que c'est Jean-Luc Mélenchon. Il attendrait pas. Il faut l'appliquer tout de suite. Il attendrait pas l'avis du médecin pour envoyer la shooteuse. Mais simplement sur ces sujets-là, l'euthanasie, mais aussi sur l'euthanasie, on attend finalement que ça devienne un fait divers, un médecin soit poursuivi ou qu'il y ait le cri, le cri d'alarme ou l'appel de détresse d'une mère, etc. Pour que ça devienne tout de suite un sujet, mais on n'en parle jamais sereinement en fait. Oui, absolument. Pourquoi en France on a un problème? C'est quoi? C'est notre civilisation judéo-chrétienne qui nous interdit encore d'évoquer tranquillement ce genre de... Ou le lobby médical? Il y a tout ça. Il y a la civilisation judéo-chrétienne de ce qu'on appelle le dolorisme, c'est-à-dire il faut souffrir parce que le Christ a souffert et qu'il faut imiter. C'est ce que le christianisme appelle la souffrance salvifique, c'est-à-dire elle vous sauve, la souffrance. Bon, il y a encore des gens qui pensent que la souffrance nous identifie au Christ. Il y a aussi en France 1789
1793, ne chargeons pas la mule papale, j'allais dire, mais en 1793, on a fabriqué une terreur qui est aujourd'hui notre modèle. On n'est pas dans un modèle girondin, on est dans un modèle jacobin. Oui. Pensez comme moi, c'est bon, vous pensez pas comme moi, je vous décapite. Donc on n'a pas envie du débat d'autrui. Notre ami Macron, c'est ça. Hein. Si vous ne pensez pas comme moi, vous êtes un vieux, vous êtes... etc. Ben, parce qu'il n'en a pas les moyens. Mais ah oui, non, mais enfin, on peut être dans la métaphore. Macron, il n'en a pas les moyens non plus. Ce sont des jacobins, tous les deux, bien sûr. Oui. Et le girondin veut ce que l'ami de Macron, Habermas, appelle l'agir communicationnel. Des gros mots pour dire causons-nous. C'est ça, Habermas, philosophe qu'il chérit là. Donc avec l'agir communicationnel, causons-nous. Causons-nous, mais ne commençons pas par insulter. Je ne parle plus de Macron cette fois-ci. Oui. Mais en disant, faisons des vrais débats, et la télévision pour moi devrait être un lieu d'éducation populaire, où sans se mépriser, on pourrait faire se rencontrer des prêtres, des pasteurs, des francs-maçons, des laïcs, des médecins, des gens pour, des gens contre, des gens qui ont changé d'avis, etc., des personnes âgées. Enfin, que les gens puissent écouter, entendre, se faire un avis, et qu'après ça cesse d'être un enjeu politique. Moi je trouve qu'il y a une obscénité politique à dire votez pour moi, moi je suis de gauche, donc je défendrai l'euthanasie. Ne votez pas pour l'euthanasie, votez pour moi qui suis pour les soins palliatifs, c'est l'humanité. Je me souviens quand même d'un Kouchner qui nous disait que dans l'euthanasie, il y avait nazi. Oui. Donc effectivement, si on ne peut pas penser à partir de ça. Le débat, on ne peut plus penser. Hein. Et la PMA alors, la PMA pour toutes ? Alors ça, c'est un sujet intéressant parce qu'on voit bien comment doucement on arrive à la gestation pour autrui. Ah, pour vous, c'est ça ? Bah oui. J'ai entendu les avis de Marianne Schiappa là, qui nous disent c'est un problème d'égalité entre les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes peuvent faire des enfants. Il est normal que les femmes et les femmes puissent faire des enfants. Bon, la logique suivante, c'est qu'il est normal que les hommes et les hommes puissent faire des enfants. Parce qu'après, on va dire, mais attendez, vous allez violer un tiers de la République française, enfin, du moins de la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité, l'égalité des plus possibles. Si deux hommes ne peuvent pas faire ce que deux femmes peuvent faire, depuis que deux femmes peuvent faire ce qu'un homme et une femme pouvaient faire précédemment. Donc, à un moment donné, on se dira, bon, voilà, on se retrouve avec un peu de sperme, là, on fait quoi ? Avec ce sperme, on a deux hommes, deux spermes, et bon, il n'y a pas un utérus qui passe par là. Et puis, on va bien trouver un petit utérus qu'on va pouvoir ubériser. Notre ami Macron sera formidablement il est contre. Il est contre. Attendez, Michel, c'est pas ça la question. Si, c'est ça. On peut être contre. Mais on peut trouver que c'est scandaleux. Le problème, c'est que ça se fait. Et donc, en fait, la législation court après la réalité. Oui, mais alors c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez raison, hein, c'est exactement comme ça que ça se passe. Vous avez de l'argent. C'est comme à l'époque de l'avortement. Et aujourd'hui, l'euthanasie, vous avez de l'argent. Vous pouvez mettre 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros dans une gestation pour autrui, parce que vous allez prolétariser le ventre d'une Indienne, le ventre d'une Africaine, et puis vous allez revenir en France, on va dire, ah, pauvre petit bébé, on va pas lui donner. Eh bien, c'est une espèce de chantage. Je trouve que là, on est en train de prolétariser le ventre des femmes, d'objectiver les femmes en estimant qu'elles ne sont que des utérus. Le Pierre Berger récent, là, nous faisait savoir qu'après tout, louer son utérus, c'était la même chose que louer sa force de travail quand on était caissière. En Inde, aux États-Unis, c'est... Oui, bien sûr, mais partout, il y aura de l'argent. Mais partout, il y aura de l'argent. Vous pensez que c'est uniquement une question d'argent ? C'est jamais gratuit, la gestation pour autrui. Jamais. Parce que moi, je suis pour les histoires de copains. Si on fait des enfants entre copains, les copines, on se prête sa copine. Moi, je suis pour des arrangements de ce type-là. Mais pas des trucs du genre contrat. Vous savez que de manière contractuelle, dans les gestations pour autrui, on oblige les femmes qui portent les enfants à ne pas manger ceci, à ne pas boire, à ne pas fumer, à ne pas se comporter de cette manière-là, à ne pas rencontrer des gens, à ne pas avoir de relations sexuelles. Mais bien sûr. Mais c'est pas comme à France 2, on fait des contrats. Comment fait la justice pour suivre ça, quoi ? Comment fait... On est bien obligé de légaliser. C'est le problème de l'internationalisation, c'est le problème du bras de fer, c'est-à-dire si effectivement... Si on dit effectivement, dès qu'un enfant rentre, on ne peut pas ne pas lui donner la nationalité, ça veut dire que globalement, on a l'hypocrisie qui nous fait dire pas de gestation pour autrui chez nous, mais si vous faites à l'étranger, que vous avez de l'argent et que vous revenez, on fermera les yeux. Merci Michel Onfray. On rappelle le titre du livre pour lequel vous êtes venu, qui ont adoré, enfin surtout Zorabitan. Merci Michel Onfray. Vivre une vie philosophique, Taureau le sauvage. Merci d'être passé par le grand oral DGG, Jimmy. Je l'aimais aussi, hein, mais... Tu l'as euthanasié, par exemple. Les oreilles, Étienne. Allez, c'est l'heure du...